Bonjour à tout le monde. Pour cette, disons, dernière séance, en réalité, comme vous le savez, cette série de cours se termine en réalité le 28 février, dans 15 jours, avec un colloque sur toute la journée, qui va être, je crois, très intéressant. J'aurai le temps de montrer à la pause, enfin, je passerai la main à Thierry Poinceau, vous rappelez le programme. Et donc, on va terminer sur l'hydrogène. On va faire un petit exercice, vous allez voir. Et je suis évidemment très heureux d'avoir Thierry pour traiter d'un sujet que je maîtrise moi pas du tout et qui est absolument majeur, puisque, en effet, il y a des questions de sécurité au déploiement massif de l'hydrogène, et c'est de ça dont il va nous parler. Je vous ai dit à quel point la production électrique serait un élément clé de ce déploiement de l'hydrogène. S'il n'y a pas de production d'électricité, il n'y aura pas d'hydrogène, sauf découverte massive de hydrogène naturel, mais on n'en est pas encore là. Et puis il y a un certain nombre de sujets comme la sécurité. Là, c'est pareil, il n'y aura pas d'hydrogène si on ne maîtrise pas les questions de sécurité. Mais avant de commencer, je voudrais vous donner cette information. Alors, si le truc va bien passer. Là. Ah, ça a mal copié, c'est pas grave. Il vient de sortir ce bilan électrique 2023 de RTE, donc des chiffres très frais. Alors, j'ai fait ça peut-être un peu vite, mais c'est intéressant. La France a retrouvé un niveau de production tout à fait important, pas aussi haut que dans les records, mais 500 TWh. Nous consommons autour de 450 TWh et, c'était le cas, nous avons retrouvé notre position de premier pays exportateur d'électricité en Europe. C'est très très important. D'ailleurs, j'en profite pour noter, c'est ce que disait RTE d'ailleurs il y a quelque temps. Avec 50 TWh, vous voyez, alors on peut l'exporter, c'est ce qu'on fait. Ça diminue notre balance commerciale de 4 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien. Et puis on pourrait aussi l'utiliser. 50 TWh, c'est à peu près, je vous avais dit 55, c'est à peu près notre million de tonnes, c'est nos 0,9 millions de tonnes d'hydrogène aujourd'hui gris qu'on utilise en France et qui pourrait être produit par cet excès d'électricité sans besoin de production électrique supplémentaire. Électricité record en termes d'empreinte carbone, elle est à 92,2% décarbonée, notre électricité. Voilà, il est utile de temps en temps de rappeler cela lorsque parfois on n'arrête pas de dire que la France n'en fait pas assez, mais en tout cas en matière électrique, la France en fait largement assez. On n'aura pas d'électricité plus décarbonée que nous ne le faisons aujourd'hui pour tout un tas de raisons que j'ai déjà expliquées. Presque 28% de part de production d'énergie renouvelable, c'est pas mal. C'est un record avec 50 TWh pour l'éolien, 21 TWh pour le solaire. Et puis, vous voyez, il n'y a plus que 6% de fossiles dans notre électricité. Et avec des émissions dues à la production électrique de 16 millions de tonnes, c'est le niveau d'émissions CO2 pour la production électrique le plus faible depuis les années 50. C'est ce que dit RTE. Et avec 30 grammes de CO2 par kilowattheure de production électrique, c'est parmi les pays, il y a juste la Norvège qui est au-dessus, peut-être la Suisse. Nous faisons partie, mais je l'avais déjà dit, des pays les plus vertueux du point de vue de la production électrique. Je rappelle, hein, l'Allemagne, c'est 10 fois plus, avec beaucoup plus d'énergie renouvelable. Voilà. Alors, quel est l'exercice que je voudrais faire ? Je voudrais faire avec vous, mais alors en 1 heure, hein,
il va falloir trancher très vite, faire une sorte d'arbitrage, de politique énergétique sur la question de l'hydrogène. Et voir où est-ce qu'on peut l'utiliser, quelle quantité d'hydrogène il faudrait, et finalement, comme on ne pourra pas tout faire, où est-ce qu'il vaudrait mieux aller. Alors donc je rappelle cette chose-là. Aujourd'hui, c'est 0,9 millions de tonnes. Bon, je l'ai dit, ça émet beaucoup de CO2. Pourquoi ? Parce que, je vous le rappelle, hein, c'est essentiellement à partir de fossiles. Donc, à l'échelle mondiale, c'est moins de 1% hein, qui est formé qui est bas carbone. En France, c'est plutôt 95% fossiles et un peu moins de 5% qui est bas carbone. Et puis, les utilisations aujourd'hui, c'est essentiellement l'industrie. Hein. C'est le raffinage du pétrole, pour la plus grande partie. C'est la production d'ammoniac par hydrogénation de l'azote. Hein. Les réactions sont là très simplement. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pour vous donner un peu le type de transformation chimique qui utilise l'hydrogène. Et puis, c'est un certain nombre de molécules chimiques de l'industrie. J'ai donné ici l'exemple du méthanol, là aussi pour vous montrer comment l'hydrogène intervient dans ces procédés. Voilà, c'est à ça que sert l'hydrogène aujourd'hui, 0,9 millions de tonnes. Et donc on est dans la filière hydrogène aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est énergie fossile, hydrocarbures, reformage, hydrogène, 0,9 millions de tonnes. Voilà. Demain, ça peut être tout ça. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. On peut penser qu'il y aura encore de l'hydrogène gris. La question, évidemment, c'est de le diminuer le plus possible. Et on va essayer de faire de l'hydrogène. Alors, ça peut être aussi du reformage à partir, non pas du méthane fossile, mais du biométhane, par exemple. Mais là encore, alors, je vais éliminer ça. Je vais passer l'heure à éliminer des tas de trucs. Hein. On pourra après discuter si c'est pertinent ou pas, mais voilà, je suis ministre de l'énergie et on me demande de faire un plan hydrogène, je vais vous dire comment je fais. Voilà, je ne vais pas faire ça parce que je vous ai expliqué pendant au moins 3 séances que nous serions limités en biomasse et qu'on ne peut pas l'utiliser à tout et à n'importe quoi, et ça, de mon point de vue, ce n'est pas très intéressant. Par contre, évidemment, et ça j'en ai parlé la semaine dernière, c'est la partie électrolyse avec de l'énergie bas carbone. J'appelle tout ça vert. Et donc, vous vous souvenez, j'avais dit, les scénarios, c'est entre 1 et 4 millions de tonnes d'hydrogène vert. Hein. Et j'ai déjà dit que 4 millions de tonnes, ça ne serait pas tenable. C'est presque 250 TWh d'électricité supplémentaire juste pour l'énergie. Vous voyez, c'est des quantités colossales. Donc, voilà, je vais dire au président de la République qu'on ne peut pas aller à 4 millions de tonnes. Et les applications, elles sont là. Il y a l'industrie, hein, toujours, parce que, comme je vous l'ai dit 1000 fois, nous avons besoin de l'industrie chimique pour tout un tas de produits, et vous allez voir comment on peut exploiter de l'hydrogène. Il y a la mobilité. Et puis ces deux choses-là que je vais commencer à traiter. Power to gas, c'est quoi ? On prend cet hydrogène et au fond on le brûle, soit directement, c'est-à-dire que, je crois que je l'explique ici, on l'introduit dans des réseaux ou on le transforme en méthane qu'on mélange dans les réseaux de gaz de méthane, c'est ça. Et gas to power, en gros, c'est la question du stockage de l'électricité sous forme stable d'hydrogène. C'est le stockage intersaisonnier dont je vais parler. Et alors, ces deux stratégies, elles sont là, elles sont dans ce schéma-là, et je vais... vous voyez tout de suite que ce sont des mauvais procédés, dans le sens où les rendements sont très mauvais. Et donc ça pose quand même un problème d'utiliser de l'électricité pour faire de l'hydrogène et de l'électricité à la fin, avec des rendements qui sont entre 15 et 25%. Ça n'a
comme ça, fondamentalement, ça n'a pas de sens, mais néanmoins, on verra que dans certains cas, on peut considérer quand même ça. Alors, qu'est-ce que c'est? On a un système électrique, on fait de l'électrolyse, j'en ai parlé la semaine dernière, vous êtes parfaitement au courant, on fait de l'hydrogène. Et donc, power to gas, c'est envoyer l'hydrogène dans les réseaux ou faire de la méthanation, hydrogéner du CO2, on fait du méthane et on envoie ça dans les réseaux de gaz. Et ensuite, ce gaz est stocké, il est stockable, que ce soit un mélange H2 méthane ou méthane, et ensuite on le brûle et on fait de l'électricité. Très mauvais rendement, c'est le pire des rendements d'ailleurs, dès lors qu'on passe par du méthane. Et ça, on l'avait publié avec Dominique Grand dans un papier dont je ne vous ai jamais parlé, je crois. Voilà. Et l'autre chose, c'est on prend de l'hydrogène, on le stocke, et ici, on ne le brûle pas, mais on le retransforme en électricité avec des piles, des piles à combustible ou piles à hydrogène. Là, les rendements sont un peu meilleurs. Voilà. Donc, le power to gas, c'est ça, je le répète, électrolyse de l'eau, on fait de l'hydrogène, on capte du CO2 dans des sites de production concentrés de CO2, et puis on fait la méthanation. Alors, plusieurs problèmes que je répète ici. D'abord, voilà, on ne peut pas mettre des quantités infinies d'hydrogène mélangées avec le gaz. J'ai mis inférieur à 10-20%. Pour le moment, il n'y a pas d'exemple de 20%, on est plutôt inférieur à 10%. J'ai quand même pris... ensuite, ce n'est pas très intéressant. Alors, c'est peu d'hydrogène qu'on peut mettre là-dedans en proportion. Et par ailleurs, vous voyez, le pouvoir calorifique de l'hydrogène est plus faible, 3 fois plus faible, plus que 3 fois plus faible que celui du méthane. Donc, en mélangeant ça, on perd en pouvoir calorifique. Voilà, on perd une quantité significative pour gagner à peine un peu plus en CO2, donc c'est en émissions de CO2, donc c'est pas terrible. Et puis c'est beaucoup plus cher, donc je dirais que c'est pas très intéressant. Et si on rajoute donc la méthanation, donc c'est la réaction de Sabatier, on rajoute en fait des étapes, puisqu'on rajoute l'étape de méthanation qui a un mauvais rendement et l'étape de combustion du méthane qui n'a pas un rendement exceptionnel. Plusieurs rendements mauvais, ça ne peut pas faire un rendement très bon. Et vous voyez, vous introduisez 58 TWh, vous prenez 58 TWh d'une énergie qui est précieuse, et vous redonnez 10 TWh, une perte colossale entre les deux. Donc, voilà. En tant que ministre de l'Industrie et de l'Énergie, je propose de ne pas mettre de l'hydrogène dans une telle stratégie. Le gas to power, j'y reviens, c'est aussi très compliqué. Là, je vous rappelle, je vous ai montré ça la dernière fois, on fait de l'hydrogène, on le stocke, et ici on utilise des piles à combustible. Et ça, c'est une donnée assez classique, vous retrouvez ça partout. Voilà, 58 TWh, ici c'est des kilowattheures, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais tout est en kilowattheure ici, tout est en térawattheure. Vous avez des pertes donc, au niveau de l'électrolyse, vous avez des pertes dans la compression de l'hydrogène, parce qu'il faut le comprimer, et vous avez des pertes dans la pile à combustible. Voilà. Néanmoins, cette stratégie de faire de l'hydrogène, de le stocker et de refaire de l'électricité, ça a un sens pour la question de l'équilibre offre et demande électrique. Et voilà, à tout moment, comme vous le savez, je l'ai expliqué, c'est RTE d'ailleurs qui fait le boulot, à tout moment, c'est vraiment à tout moment, c'est-à-dire à l'instant, il y a des tas de gens qui se préoccupent d'équilibrer sur les réseaux électriques l'entrée et la sortie. Si ce n'était pas le cas, ça serait le blackout, et donc c'est extrêmement important. Donc, en fait, il y a différentes échelles de temps, je l'ai déjà expliqué l'année dernière. Vous avez différentes échelles de temps de stockage, et les échelles de temps courtes, minutes, heures, jours, vous retrouvez la demande, c'est-à-dire que vous pouvez en effet demander aux ménages
de ne pas passer l'aspirateur au moment où c'est tendu, ou alors vous faire griller du pain. Vous avez les échanges transfrontaliers, c'est-à-dire que vous pouvez échanger avec nos voisins européens, c'est ce qui se fait en permanence. Vous avez la possibilité, ça n'existe pas aujourd'hui, hein, mais vous avez possibilité demain, j'ai montré des méga batteries où vous feriez du stockage avec les batteries, et les steps, et tout ça, c'est des stockages qui sont inférieurs à 1 jour, quelques jours. Hein. Vous savez très bien, hein, on ne peut pas remplir une batterie l'été, par exemple, et puis le ressortir en février. Ce n'est pas possible, il n'y a plus d'électricité. Donc le stockage intersaisonnier est un vrai sujet important, parce que ces énergies intermittentes, éoliennes, solaires, vous pouvez en avoir des quantités massives en été. Si vous ne les utilisez pas, vous les perdez. Comme elles sont en excès, elles ne valent rien. D'ailleurs, on les refile en payant. Par contre, si vous arrivez à les stocker sous forme chimique, par exemple l'hydrogène, électrolyse, et vous les ressortez en février, au moment où il en manque, à ce moment-là, ça redonne de la valeur à ces énergies, bien sûr, puisqu'il y a une demande très forte. Donc ça, il faut avoir cet outil-là. Hein, et je dirais que d'une certaine façon, si on n'a pas ces outils-là, je l'ai montré 1000 fois précédemment, si on n'a pas ces outils-là, on est comme en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a plein d'énergies renouvelables, intermittentes, et on a plein de centrales à gaz et à charbon, parce que sans stockage, c'est pas parce qu'on a eu plein de solaires et d'éoliens en été qu'on les a en hiver, et là il faut ressortir autre chose. Donc c'est très important quand même de sortir une stratégie pour le stockage intersaisonnier. Et donc, vous voyez ici, je rappelle une chose que j'ai montrée, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur, justement parce que je fais l'arbitrage suivant, il me faudra quand même un peu d'hydrogène pour l'équilibre des réseaux et pour le stockage intersaisonnier, donc je fais ce choix-là, je vous le propose. Et comment le calculer à peu près ? Voilà, je fais une hypothèse, vous voyez, d'un scénario où j'ai 750 TWh d'électricité, c'est un des scénarios les plus élevés, hein, mais c'est ce qu'on avait écrit à l'époque, hein, en 2021 avec Dominique, mais d'autres, l'Académie des technologies, l'Académie des sciences avaient réagi, vous vous souvenez, aux propositions de RTE de dire 2050, ça sera 640 TWh, et on avait dit non, c'est pas possible, si on fait les calculs complètement de tout dont on aura besoin en électricité, on est plus élevé. Donc on avait fait une hypothèse de 750, 50% d'énergie nucléaire, parce qu'on avait montré aussi que si c'était zéro, ça ne marchait pas. Et vous voyez ici l'intermittence dans une telle situation, des périodes, ici l'été, où on produit plus qu'on consomme, et ici, au contraire, l'inverse, des productions inférieures à la consommation. Et on avait fait le calcul qui vient de cette analyse, ici, que je ne détaille pas, vous verrez ça dans mes cours précédents, qu'en gros, il faut qu'on stocke. Il y a un excès à peu près de 70 TWh, soit on les perd, soit on les stocke, donc le mieux c'est de les stocker pour les ressortir dans les périodes où il y a un manque, et on ressort 70 TWh. En réalité, il y a un problème de rendement, parce que quand vous captez 70 TWh, il n'y a aucun processus qui vous les redonne à 100%. Les batteries, c'est ce qu'il y a de mieux, mais l'hydrogène, c'est ce qu'il y a de pire. Mais pour l'intersaisonnier, on n'a pas tellement le choix. Et on avait montré qu'en plus, dans ces 70 TWh, ils ne se répartissent pas très très bien parce qu'ils se répartissent plutôt vers l'intersaisonnier, parce que à l'échelle du stockage journalier hebdomadaire, c'est 26 TWh et c'est 44 pour l'intersaisonnier. Alors si vous dites, OK, ces 44, je les prends et je fais de l'électrolyse et je fais de l'hydrogène, très bien, vous faites de l'hydrogène, mais avec toute la chaîne que je viens d'indiquer, 58 TWh pour passer à 13, vous ressortez 13 TWh, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, il faut autre chose pour compléter, là où ça va manquer, alors plus de nucléaire, du gaz, de préférence du biogaz, enfin c'est une autre question. Mais voilà, je fais la proposition quand même, et en accord avec RTE, qu'on pourrait
quand même consacrer quelque chose entre 0,5 et 0,8 millions de tonnes d'hydrogène à cet aspect de stockage des énergies intermittentes intersaisonniers. Et à nouveau, je ne vois pas encore très bien quoi d'autre. Hein, c'est pour ça que je fais cet arbitrage-là, malgré le rendement. Voilà. Alors, ensuite, les autres usages. Alors, on va parler d'industrie, parce qu'on va continuer à mettre de l'hydrogène dans l'industrie, de préférence pas gris, donc. Donc là, il y a des enjeux industriels, économiques, techniques, parce qu'il faut carrément passer à de nouveaux procédés industriels, de nouvelles réactions. Donc il faut de l'innovation, ça prend du temps, il faut évidemment que ça soit économiquement viable, je vous en parlerai sur 2 cas. Du côté des transports, j'en parlerai, bien sûr. Je mets un point d'interrogation sur le transport ferroviaire parce qu'on dit on va hydrogéner les trains. Vous savez, aujourd'hui, les trains, c'est à plus de 80% électrique. Donc de toute façon, ok, on peut mettre un peu d'hydrogène sur le reste, mais ça ne va pas être extraordinaire. Donc aujourd'hui, le transport ferroviaire, il est essentiellement électrique. Si on a plus d'électricité, il n'y a pas vraiment de raison pour pas continuer à électrifier le transport ferroviaire. Donc pour le moment, je ne mets rien là-dedans. Pour le transport routier, il y a aussi, et c'est une question, parce que ces arbitrages que je vous propose, il faut aussi les faire en connaissance d'alternatives possibles, et dans le cas du transport, il y a des alternatives, puisqu'on a parlé de biocarburants, de biogaz. Pour la production de chaleur, là aussi, des chaudières biomasse, des fours électriques, du biométhane avec de la capture, des pompes à chaleur. Voilà, donc là aussi, il faut trouver un équilibre. Et puis après, vous avez... Alors ça, c'est l'utilisation de l'hydrogène directement. Et puis après, vous avez l'utilisation de l'hydrogène pour faire des carburants ou des combustibles de synthèse, ce qu'on appelle les carburants alternatifs ou carburants de synthèse. Je vais en parler. Et là aussi, jusqu'à quel niveau il y a des alternatives. Alors ça veut dire des besoins massifs en CO2, donc il faut aussi qu'on soit capable de capturer suffisamment de CO2 pour le faire. Donc ce sont des questions qui se posent. Ici, vous voyez, transformation en méthane de synthèse, j'ai déjà éliminé ce cas pour des raisons de rendement. Voilà. Alors, je pense que la première priorité, parce qu'il y a de l'hydrogène dans l'industrie, pour l'industrie, et parce qu'on en aura encore besoin, même si on aura besoin d'un peu moins, parce qu'il y aura moins de raffinage de pétrole si on diminue notre consommation de pétrole, mais il y en aura encore pour un certain nombre d'années. Je crois que les priorités, c'est en effet, d'une part, ce qui existe aujourd'hui, le raffinage, l'ammoniac, le méthanol, enfin tout ce que j'ai indiqué qui est utilisé aujourd'hui par l'industrie. Il y a un enjeu qui peut aller relativement vite, c'est remplacer l'hydrogène gris dans l'industrie, dans les procédés actuels, par de l'hydrogène vert. Alors là aussi, c'est faisable, c'est un problème de coût aujourd'hui, mais du point de vue, vous voyez bien que l'hydrogène soit vert ou gris, ça ne change rien au procédé. Et puis on va voir 2 cas qui sont absolument clés, c'est la question de la production d'acier et la production de ciment. L'acier et le ciment étant les 2 produits de l'industrie, les 2 produits de l'humanité les plus émetteurs de CO2 sur la planète. Voilà, alors, je commence par l'acier. L'acier, vous voyez, c'est 7 à 9% des émissions mondiales de CO2. Si l'acier était un pays, il serait très très haut dans le classement, et vous allez voir, c'est la même chose pour le ciment. Le ciment, le verre, l'aluminium, l'éthylène, tous ces produits-là doivent être revisités, les procédés et les rendre plus verts. Tout ça, c'est très émetteur de CO2. Alors, je vous montre ici qu'aujourd'hui, le procédé utilisé, c'est un procédé à base de coke.
hein, de charbon. Vous prenez du charbon, vous faites du monoxyde de carbone, et le monoxyde de carbone sert à réduire les minerais de fer, qui sont des oxydes de fer, en fer métallique. Hein, c'est ça là, je simplifie au maximum, mais l'acier, c'est ça. C'est du fer métallique qui est obtenu à partir des oxydes de fer qui sont disponibles dans le sous-sol. Et vous voyez, par cette réaction, vous extrayez les atomes d'oxygène des oxydes pour faire du fer métallique, mais vous produisez du CO2. Dans ce procédé, vous produisez 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier produit. Alors, la métallurgie, la production d'acier en France, c'est très important. C'est une des grandes industries, 14 millions de tonnes par an, il y a 30 000 personnes qui travaillent dans cette industrie, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est quelque chose de très important. Alors, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on peut faire autrement? Alors, il y a 2 façons de faire. La plus évidente, c'est d'utiliser un autre réducteur, un autre extracteur d'atomes d'oxygène de l'oxyde, c'est l'hydrogène. Donc, c'est l'hydrogénation des oxydes de fer, et dans ce cas-là, bien sûr, à chaque coup, on voit que le produit d'oxydation de l'hydrogène, c'est de l'eau. Donc là, il n'y a pas de CO2. L'autre façon de faire qui est plus compliquée, c'est faire de l'électrolyse de l'oxyde, donc utiliser directement de l'électricité, des électrodes et de la réduction du fer. Donc ça, c'est des procédés qui sont élaborés notamment par des boîtes comme ArcelorMittal. Et là, vous voyez, on passe à 0,1 tonne de CO2 par tonne d'acier. Donc c'est vraiment des choses particulièrement intéressantes. Et donc, voilà, à nouveau, je vais me répéter, mais très vite, production d'acier, on sort les minerais, et ensuite, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange ça avec du coke, on produit un mélange, on produit du fer métallique, mais mélangé avec du carbone. On émet du CO2 ici. Ensuite, il faut enlever ce carbone du fer. Et là aussi, on va dans ces fours qui brûlent ce carbone et on émet du CO2. C'est l'étape de décarburation de la fonte. C'est de la fonte ici qui sort. Et on veut passer soit à de l'électricité directement, ça c'est un électrolyseur dans lequel on ferait de l'électrolyse du métal. C'est très peu au point, pas du tout mature pour le moment, mais c'est intéressant. Et puis ici, c'est la production d'hydrogène, qui n'est pas décrite dans cette dia, mais ensuite l'hydrogène qui vient traiter le fer. Et ensuite, on produit l'acier. Voilà, en gros. Le ciment. Le ciment, c'est en France 18 millions de tonnes de production de ciment, c'est 4 milliards de tonnes à l'échelle de la planète, et vous voyez, c'est 6 à 8% des émissions de CO2 du monde. Là aussi, si c'était un pays, ça serait très haut, ça serait probablement dans les 5 ou 6 pays les plus émetteurs. Et donc, comment ça se passe? Juste rapidement, d'où vient ce CO2 ? C'est une simplification du procédé, mais en gros, vous avez besoin de calcaire, qui est du carbonate de calcium, vous avez besoin de silicium, d'aluminium, et donc vous mélangez ça avec de l'argile. Ensuite, ce mélange, broyé, vous le faites cuire à différentes températures, jusqu'à 1450 degrés. Et cette température-là est produite avec des fours qui utilisent des énergies fossiles. Et une fois que vous avez fait ça, donc ce sont des fourneaux rotatifs, vous obtenez un clinker, ce qu'on appelle un clinker, que vous mélangez ensuite avec tout un tas de trucs. Ça peut être, par exemple, après refroidissement des laitiers, qui sont des sous-produits justement de la métallurgie. Et puis ensuite, vous obtenez le ciment. Alors pourquoi tout ça? C'est parce que vous partez de carbonate de calcium et il faut que vous extrayiez le CO2 pour avoir votre calcium sans carbone. Et donc là, vous voyez qu'à peu près la moitié des émissions de CO2, c'est parce qu'on part de carbonate de calcium. Voilà. Donc ça, c'est incontournable.
un tiers de ces émissions, c'est dû au chauffage des fours pour cuire le calcaire et l'argile. Et puis le reste, c'est toutes les choses annexes, l'extraction du carbonate, le transport du minerai, enfin, etc. Je complète juste ici pour vous donner une... Voilà, en fait, le ciment, ce sont des silicates, des aluminates calciques, d'où le mélange avec l'argile. Voilà, alors, comment décarboner tout ça? C'est pas du tout inventer un nouveau processus, c'est là où c'est totalement différent de la problématique de l'acier. Il faut électrifier les fours. Il faut capturer le CO2, et de préférence, donc là il y a beaucoup d'enjeux dans les cimenteries de coupler la production de ciment à la capture du CO2. Ce sont des sites très émetteurs de CO2, très localisés, très concentrés, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, valoriser ce CO2 voilà, en faisant des carburants alternatifs. Et c'est là que vous avez besoin d'hydrogène, faire du méthane, faire du méthanol, etc. Voilà, donc si je fais un premier calcul de mes arbitrages, j'ai dit, bon, voilà, je prends pour l'industrie chimique, en considérant une baisse importante du besoin en raffinage de pétrole, parce que je fais l'hypothèse qu'on va en utiliser moins, je garde pour l'ammoniac, pour le méthanol, etc. J'arrive à peu près 0,4-0,5 millions de tonnes. La métallurgie, 0,75 millions de tonnes. En gros, par des calculs relativement simples, production de l'acier, c'est plutôt 14 millions de tonnes. Il faut à peu près 80 000 tonnes d'hydrogène pour 1,5 million de tonnes d'acier. Enfin, c'est assez facile. Enfin, j'ai oublié de le mentionner ici, vous voyez. Simplement un calcul à la louche, à partir de l'équation chimique qui est là. Vous avez besoin de 14 millions de tonnes de fer, donc vous calculez combien il vous faut d'hydrogène dans un calcul très simple où vous admettez que tout ça se fait avec 100%, donc c'est des chiffres assez extrêmes, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Et on arrive à ça, 0,75 millions de tonnes d'hydrogène. Et puis, pour les cimenteries, c'est la même chose. Calcul 18 millions de tonnes de ciment qui émettent 0,65 tonnes de CO2 par tonne, soit 10 millions de tonnes de CO2. Si je prends ces réactions-là, alors il faut 0,85 millions de tonnes d'hydrogène. Voilà, enfin, c'est des calculs vraiment très, très simples, mais faites-moi confiance. Et donc j'arrive à 0,4 ici, 0,75 ici, 0,85. Et pour le stockage d'énergie, je prends le minimum du chiffre que je vous ai indiqué. Vous savez, c'est l'aspect stockage et équilibre du réseau électrique. J'arrive déjà à 2,5 millions de tonnes d'hydrogène quand j'ai fait ça. C'est-à-dire que je n'ai rien mis dans la mobilité. J'ai rien mis dans la mobilité en particulier, qui est ce que je vais traiter. Mais déjà, vous voyez qu'avec 2,5 millions de tonnes, il faut 140 TWh d'électricité, rien que pour la production d'hydrogène vert. Voilà, alors, la mobilité. Est-ce qu'il y a la place de l'hydrogène pour la mobilité ? Première question, la mobilité légère, donc la voiture individuelle. Évidemment, il y a des voitures à hydrogène, évidemment, il y a des bus à hydrogène, tout ça est pour le moment anecdotique et marginal. Pour le moment, ma position, ce n'est pas que la mienne, puisque ici, c'est le point de vue de l'Académie des technologies, de l'Institut français du pétrole, de Bloomberg, de l'Hydrogen Council. Tous les rapports indiquent que le véhicule léger à batterie sera déployé pendant longtemps avant que le véhicule à hydrogène le soit. Je crois que le véhicule, on en a parlé il y a 15 jours, le véhicule électrique c'est parti, les batteries c'est parti, les stations de recharge électrique c'est parti, un peu partout dans le monde. C'est exponentiel. Aujourd'hui, la dynamique, elle est là. Il est peu probable qu'il y ait massivement des voitures à hydrogène à côté de voitures à batterie. Et il y a tout un tas de raisons.
Évidemment, la batterie électrique et la voiture électrique, c'est une technologie qui est très mature. C'est un peu moins vrai de la voiture hydrogène. Le rendement électrique, le rendement énergétique est nettement meilleur. C'est toujours la même histoire, hein, couplé électrolyse, et pile à combustible, pile à hydrogène. Par rapport à batterie, c'est beaucoup moins bon. Bon, il y a des impacts environnementaux dans les deux cas. Hein. Dans le cas de l'hydrogène, on utilise beaucoup de métaux nobles. Dans le cas de la batterie, on utilise énormément de ressources minérales, enfin, etc. Voilà, un des avantages de la batterie, de la voiture hydrogène, c'est bien sûr le fait qu'on peut recharger une voiture beaucoup plus rapidement qu'une batterie électrique, moyennant quelques problèmes peut-être de contrôle de sécurité dans ce cas-là. Voilà. Je redis la même chose ici. Les coûts sont beaucoup plus grands. L'autonomie est plus intéressante avec le véhicule hydrogène. Et en tout cas, l'offre aujourd'hui, c'est le véhicule à batterie. Donc je fais l'hypothèse, je vous propose cet arbitrage-là, à savoir que je ne mets pas d'hydrogène dans la voiture individuelle. Par ailleurs, du point de vue de l'empreinte carbone, oui, j'ai oublié. Bon, je ne mets pas d'hydrogène là-dedans, pas parce que j'ai quelque chose contre la voiture à hydrogène, mais c'est parce que simplement je dois faire des arbitrages. Si tout était possible, je ne serais pas là à vous en parler, mais ce n'est pas le cas. Du point de vue de l'empreinte carbone, vous voyez ici donc la quantité de CO2 émise sur la durée de vie d'un automobile. Une voiture diesel, c'est 45 tonnes sur toute la durée de vie. Pour un véhicule électrique, hein, à batterie, c'est beaucoup moins. Et pour une voiture avec une fuel cell, donc une pile à hydrogène, vous avez évidemment, c'est très mauvais lorsque votre hydrogène est gris, hein, c'est ce que veut dire ici steam reformer, vous obtenez l'hydrogène par reformage du méthane, donc c'est très mauvais, donc ça ne sert à rien d'avoir une voiture à hydrogène si votre hydrogène est gris, hein, c'est toujours la même histoire. Et pour un pays comme la France, vous voyez, si vous faites de l'électrolyse avec une électricité, comme je l'ai dit, bas carbone, c'est compétitif avec la voiture à batterie. C'est un peu plus élevé, mais enfin, disons que c'est un peu pareil. À nouveau, hein, vous voyez ce que je vous dis toujours, hein, c'est que ça n'existe pas zéro carbone, hein, même avec tout ça. Alors, effectivement, il y a la perspective de se dire on ne va quand même pas pouvoir mettre des batteries dans des engins lourds. Donc là, il faudra autre chose. Donc il y a cette discussion à propos de la possibilité de mettre de l'hydrogène dans des transports plus lourds. Soit de l'hydrogène directement, et donc c'est à nouveau les piles, soit des carburants de synthèse qui impliquent l'hydrogénation du CO2. Dans les deux cas, il faut de l'hydrogène, mais ce n'est pas la même utilisation. En effet, il y a des véhicules intermédiaires, hein, camions, bus, utilitaires, bennes à ordures, etc. Bon, il y en a quelques-uns déjà. En fait, pour le moment, à nouveau, hein, les perspectives sont relativement faibles en raison du coût. Il y a peut-être des alternatives, biogaz, carburant de synthèse, en termes d'utilisation d'hydrogène direct. Pour les trains, je l'ai déjà dit, déjà la grande partie des trains est électrifiée. Et donc on reste avec deux sujets majeurs, qui est le transport maritime et le transport aérien, qui sont, eux, très très lourds. Et là, il n'y a pas de... Enfin, on a vu, Sébastien Candel nous a dit la semaine dernière la difficulté de mettre une batterie dans un avion. Hein. C'est pas pour demain. Et puis, vaut mieux pas trop y aller. Voilà, alors, je rappelle juste une chose, c'est qu'il y a l'histoire de l'avion à hydrogène. Et donc, comme vous le savez, il y a un grand engouement et beaucoup de travail là-dessus. Il y a des grandes boîtes françaises qui travaillent sur ce projet-là. Sébastien en parlait, Safran, Airbus, etc. Et donc, pour le moment, on peut penser que
à l'échelle d'une vingtaine d'années, qui est notre horizon aujourd'hui à peu près clair, il n'y aura pas d'avions, enfin il n'y aura pas massivement des avions gros porteurs à hydrogène. Et je rappelle à nouveau ici les différents problèmes. Si vous utilisez de l'hydrogène liquide, hein, le problème numéro 1, c'est l'indice gravimétrique qui est faible. Qu'est-ce que c'est que l'indice gravimétrique? C'est le rapport entre la masse de carburant et la masse du réservoir plein. En fait, il y a un problème de poids du réservoir qui est absolument majeur. Voilà les chiffres. Vous voyez, en hydrogène liquide, c'est pratiquement 10%. Cet indice gravimétrique est 10 fois plus faible que celui du kérosène actuel. Donc là, il y a une limitation. Le deuxième problème, c'est que, évidemment, l'hydrogène liquide, c'est de la cryogénie extrême. Donc il y a vraiment des gros problèmes de gestion de ce froid. Le troisième problème, ce froid à l'échelle d'un aéroport, d'un avion, enfin, etc. Le troisième problème, c'est le volume. Vous voyez qu'à cause du volume, même après avoir liquéfié ou avoir comprimé le gaz, si vous utilisez de gaz, vous avez besoin de plein d'endroits pour mettre ces réservoirs, donc vous diminuez l'espace, et en gros, vous faites des avions de type A321 avec 4,5 tonnes de H2 qui vous permettent de ne pas faire plus que 1000-1500 km et avec beaucoup moins de personnes. D'accord ? Si vous utilisez... Alors, donc les longs courriers, c'est juste impossible. Et les courts courriers, vous pouvez utiliser du gaz parce que c'est moins difficile. Sauf que si vous faites du gaz, c'est plus volumineux, donc c'est moins de personnes et c'est moins d'autonomie, et donc vous faites 500 km. Bon, vous verrez bien que dans l'avenir, quand vous aurez 500 km à faire, vous n'allez pas prendre un avion, surtout s'il y a de l'hydrogène gazeux dedans. Donc vous avez plutôt intérêt à prendre le train. Et puis il faut savoir que si vous traitez ce problème des voyages à moins de 500 km, ce n'est que 4% des émissions de CO2 qui font moins de 500 km. Les autres font évidemment beaucoup plus, donc ça n'a strictement aucun intérêt, en quelque sorte. Voilà, donc j'élimine ça. Et donc on en vient à la question des carburants de synthèse. Donc je vous rappelle à nouveau ce que c'est que le carburant de synthèse. Je l'ai dit plusieurs fois, donc je vais très vite. Électrolyse de l'eau, vous faites de l'hydrogène, vous utilisez du CO2, donc vous faites ces réactions entre l'hydrogène et le CO2, vous produisez du gaz de synthèse, vous faites Fischer-Tropsch, donc vous faites des hydrocarbures, toutes sortes d'essence, diesel, kérosène, huile, etc. Voilà le principe. Alors, est-ce que c'est... Donc j'ai décidé de ne pas mettre d'hydrogène tel quel, liquide ou gazeux, dans les moteurs des bateaux, des gros paquebots, ni des avions. Et je propose de regarder ce qu'on peut faire, parce qu'il faut quand même avoir des bateaux, il faut quand même des avions, donc des carburants de synthèse. En France, c'est à peu près 25 TWh consacrés au transport maritime. C'est 5% de notre consommation, c'est 5% de la consommation énergétique des transports. Donc c'est assez peu. Donc voilà, je remplace le carburant par un carburant de synthèse. C'est le même type de calcul. Hein. Voilà. Oui, combien oui, c'est ça. J'ai pris ce chiffre-là pour déterminer la quantité d'un carburant. Ici, pour simplifier la réaction, j'ai pris du méthanol. Il m'en faudrait 4 millions de tonnes. Donc, il me faut 5,5 millions de tonnes de CO2 et il me faut 0,75 millions de tonnes d'hydrogène. Donc, il me faut 40 TWh d'électricité. Donc, ici, je laisse le calcul. Alors, je mentionne chaque fois que je prends des rendements de 100%. Ce n'est pas tout à fait le cas, bien sûr. Donc, si je veux mettre un carburant de synthèse dans les bateaux pour une quantité qui est quand même assez faible, il me faut à peu près 0,75 millions de tonnes d'hydrogène. Et puis je finis sur l'aviation.
Alors, il y a une injonction de la Commission et du Parlement européen qui est qu'il faut mettre des carburants durables, en anglais SAF, on l'a entendu la semaine dernière, Sustainable Aviation Fuels. Donc les SAF, ce n'est pas que du e-carburant, que du carburant de synthèse, c'est aussi un mélange de biocarburants, mais la première génération est exclue, donc pour le moment on n'en a pas d'autres. Donc il faut continuer à travailler sur la deuxième ou troisième, du e-kérosène et éventuellement de l'hydrogène, c'est ce que dit le Parlement européen, mais moi je l'ai éliminé, hein, l'hydrogène direct. Et donc avec l'objectif que, vous voyez, en 2050, 70% des carburants de l'aviation doit être des SAF. Et dans ces 70%, c'est très précis, hein, la Commission européenne et le Parlement européen sont particulièrement friands de cette précision, 47% de biocarburants et 23% de e-carburants. Alors en France, aujourd'hui, on est autour de 6-7 millions de tonnes de kérosène. Ah non, 8. 8 millions de tonnes de kérosène, donc je dis qu'on a à peu près la même chose, hein, à nouveau pour le calcul. Donc 70%, pour simplifier, 6 millions de tonnes d'aviation fuels, biocarburant 4 millions de tonnes si j'applique hein, ces proportions, et en e-kérosène, ça me fait à peu près 2 millions de tonnes, ça fait 1,4 million de tonnes d'hydrogène. Voilà. Donc pour l'aviation, il me faudrait, par ces carburants, ces SAF, à peu près 1,4 million de tonnes d'hydrogène. Voilà. Et c'est pour ça que, en ayant déjà arbitré pas mal, vous voyez, j'ai déjà éliminé un certain nombre de choses, on arrive déjà au maximum de ce qu'il y a dans les scénarios. Vous voyez, vous vous souvenez, le chiffre de 4 millions de tonnes, mais quand je fais la somme de ce que j'ai calculé à la louche, mais je pense que cette louche, elle est assez raisonnable, à 20% près, on arrive à ces chiffres, donc on arrive à 4,5 millions de tonnes d'hydrogène. Ça veut dire 250 TWh d'électricité, ça veut dire que il faudrait consacrer à l'hydrogène la moitié de ce que nous produisons en électricité aujourd'hui. C'est juste pas possible. Voilà. Donc j'ai arbitré, mais pas assez, il va falloir arbitrer encore plus. Oui, ça c'est. Oui, je l'ai mentionné. Enfin, on ne va pas regarder dans le détail ce tableau, mais il y a un rapport de la Creux en 2021, vous voyez, qui essaye de faire cet exercice-là, un peu comme je l'ai fait, et qui, vous voyez, à part l'industrie où il y a à la question « existe-t-il une alternative décarbonée plus abordable que l'hydrogène ?» la réponse est non. Donc à nouveau, je crois qu'il y a vraiment... on peut s'accorder. Voilà, je pense que si je vais devant le Parlement et leur dire il faut mettre le paquet sur l'industrie, en tant que ministre de l'Énergie, ils devraient me suivre. Par contre, vous voyez que sur tout le reste, chaque fois, il y a des alternatives possibles, si on ne veut pas en mettre trop d'hydrogène, diminuer, passer de 4 à moins, même si ce n'est pas simple. Alors évidemment, pour le transport, il y a l'aspect véhicule électrique, hein, chaque fois, les batteries. Sur certains autres aspects, il y a le biométhane, mais là aussi, hein, l'arbitrage, c'est pas trop de biomasse non plus. Et puis là, vous voyez, sur le power to gas to power, sur le stockage de l'électricité, la réponse est oui à court terme. Pourquoi à court terme ? Parce que pour le moment, on n'électrifie pas assez, on n'électrifie pas beaucoup. Hein. Notre consommation électrique, d'ailleurs c'est dans les chiffres de RTE que je vous ai montré tout à l'heure, nous consommons un peu moins d'énergie hein, que nous en consommions avant le Covid, par exemple. Donc, efficacité énergétique, certaine sobriété, enfin tout le monde fait attention, etc. Donc, on consomme moins. Donc, on n'est pas, pour le moment, c'est la raison à court terme. Pour le moment, on n'a pas de problème. RTE n'a pas de problème, surtout que les centrales nucléaires reproduisent massivement. On n'a pas de problème de cet équilibre.
Et puis on n'a pas non plus, on a la chance en France de ne pas avoir trop, enfin pour le moment, à cause de cet équilibre avec l'hydraulique et le nucléaire, trop d'énergie intermittente. Donc l'équilibre est assez facile. Enfin, vous avez constaté qu'on n'a pas eu de blackout, y compris dans les moments les plus difficiles en 2022. Donc, vous voyez, ils disent oui à court terme, mais pas pour le stockage intersaisonnier au-delà de 2035. Et en cas de forte hausse de la part des renouvelables, ce qui peut nous arriver. Enfin, en tout cas, oui, nous aurons plus de renouvelables. Donc, voilà la position qui rejoint la mienne. Donc voilà, je vais conclure pour dire qu'en effet, si le développement de l'hydrogène vert pour le moment, alors je ne parle que du vert et de tous les problèmes associés au vert, parce qu'à nouveau, attendons de savoir plus à propos de l'hydrogène naturel, ça prendra beaucoup de temps. Pour le moment, c'est de l'hydrogène vert, c'est un vecteur énergétique. Donc, déployer l'hydrogène pour décarboner les usages actuels de l'hydrogène, je pense que ça devrait être une priorité, raffinage, production d'ammoniac, pétrochimie. Décarboner de nouveaux usages, en particulier l'industrie, le ciment et l'acier, et une partie de la mobilité lourde. Et effectivement, il faut bien voir que les conditions de ce développement aujourd'hui ne sont absolument pas réunies. Pourquoi ? Parce que on n'a pas augmenté nos capacités de production électrique. On n'a pas construit de nouveaux réacteurs nucléaires. On augmente un peu nos renouvelables, mais pas à un niveau tel que ça répond à la question. Néanmoins, je vous ai mentionné qu'aujourd'hui, nous exportons 50 TWh d'électricité. Il pourrait être directement utilisé pour la production d'hydrogène. Et tout d'un coup, nos 0,9 millions de tonnes d'hydrogène gris seraient de l'hydrogène vert. Sauf que ça coûte trop cher. Et par ailleurs, attention, avec notre exportation de 50 TWh d'électricité, nous fournissons à nos voisins européens qui ont une électricité beaucoup trop carbonée de l'électricité bas carbone. Et les calculs montrent que c'est plus intéressant d'exporter cette électricité aux Européens, de leur fournir de l'électricité bas carbone et de continuer à utiliser de l'hydrogène gris pour l'industrie, plutôt que d'utiliser cette électricité pour faire de l'hydrogène vert. Vous voyez, c'est des choses comme ça assez fines qu'il faut bien avoir en tête. On est très loin, je l'ai montré, d'augmenter rapidement l'installation de capacités d'électrolyseurs. Je vous ramène à une dia de la semaine dernière où je disais qu'on a comme objectif 300 MW d'électrolyseurs et on en a installé 0,5% pour le moment de cet objectif. C'était l'objectif 2030. On est à 0,5% de notre objectif 2030 en termes d'électrolyseurs et je vous ai parlé évidemment de la question de la compétitivité de notre production d'électrolyseurs par rapport à un marché qui est déjà occupé en gros par la Chine et les États-Unis à 90%. Évidemment, un enjeu de diminution du prix de production de cet hydrogène vert. Aujourd'hui, on est à 4 à 8 euros par kilogramme. Tant qu'on ne sera pas en dessous de 3 euros, et déjà 3 euros c'est trop élevé, voilà, on n'ira pas de façon massive. Et puis, cette question que j'ai essayé que je me suis amusé de traiter avec vous, c'est une politique stricte d'arbitrage. Vous voyez, j'ai l'impression d'avoir arbitré très sévèrement et je suis de toute façon arrivé déjà trop, avec 4,5 millions de tonnes. Voilà, je dis ici, alors on peut le lire, si on convoque l'hydrogène pour les usages anciens, la production d'acier, la production de ciment, le transport maritime, la production de e-fuel pour l'aviation et pour la flexibilité, donc je suis arrivé à 4,7 millions de tonnes, c'est 250 TWh. Alors, il s'avère que ça, c'est certains chiffres qui sont évoqués par la Commission européenne pour la France. Pour moi, ça n'a aucun sens. En tout cas, vous voyez, ça fait à peu près 22 réacteurs EPR
rien que pour ça. Voilà. Et donc, néanmoins, je termine sur une note qui correspond à ce que j'essaye de faire auprès de mes collègues chercheurs, en tout cas ingénieurs, industriels. Tout ça fait aussi partie d'un nouveau monde et qui amène ce besoin de recherche, aussi bien fondamentale, technologique, industrielle, d'innovation. Et il y a plein de sujets passionnants qu'il faut continuer à traiter. Évidemment, améliorer l'efficacité, les rendements des électrolyseurs, hein, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, c'est une limite. Améliorer l'efficacité énergétique des piles à combustible, des piles à hydrogène, diminuer leur empreinte environnementale, en particulier essayer de passer à des ressources minérales moins chères et plus abondantes, améliorer la stabilité et diminuer le poids des réservoirs, c'est toute la recherche sur des nouveaux matériaux, nouveaux composites, nouveaux polymères, enfin, etc. Améliorer les capacités des matériaux et molécules de stockage et transport, hein, je l'ai évoqué, rendre possible l'utilisation de l'ammoniac comme vecteur hydrogène. Faire de l'ammoniac à partir de l'azote et de l'hydrogène, c'est bien, on sait faire, c'est ce qu'on fait déjà dans l'industrie. Faire la réaction inverse, parce que là je parle de vecteurs, faire la réaction inverse, craquer de l'ammoniac pour redonner de l'hydrogène, c'est plus difficile, on ne sait pas bien faire. Et puis, je termine, soutenir, je crois, rapidement l'exploration du sous-sol pour évaluer les potentialités de l'hydrogène blanc, qui est l'hydrogène naturel. Il y a tout ça à faire. J'en parlerai au Parlement quand je serai ministre de l'Énergie. Voilà. J'en ai terminé. Pour terminer, juste, je vous rappelle, hein, parce que j'oublierai, il y a ce rendez-vous, ce dernier rendez-vous. Je pense que ça va être très intéressant. C'est dans 15 jours, à peu près. Oui, exactement. Et donc, j'ai voulu faire deux choses, hein, je le redirai en introduction. Discuter de problèmes plutôt politiques ou économiques, puisqu'on va évoquer des questions comme la souveraineté énergétique, la question de l'Europe de l'énergie, la question du marché de l'électricité, hein, qui est quelque chose qui va être discuté, qui est déjà discuté hein, à l'échelle européenne et qui va être qui devrait trouver des évolutions. De l'histoire de l'énergie aussi avec Kyle Harper, qui est professeur qui vient d'arriver au Collège de France, qui occupe une chaire annuelle. Et puis l'après-midi, j'ai voulu promouvoir des petites entreprises, des start-up françaises qui font des choses intéressantes dans différents domaines. Voilà. La valorisation du biogaz, l'électrolyse à haute température, le recyclage du CO2, de l'isobutène qui vient de la biomasse, l'utilisation d'enzymes pour recycler les polymères, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. J'en ai terminé, je vous remercie et je passe la parole à Thierry.